Une cuillère dans une tasse vide. Mais pourquoi est-elle restée là? Bienvenue dans Dossier. Je suis votre animateur, Étienne. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Vos commentaires remplissent le vide de vérité. C'est parti. C'était un mercredi, ce qui, dans le village de Netherden, signifiait une chose. La réunion mensuelle de la Société des Jardins au presbytère. Les roses étaient en retard cette année-là, les haricots en avance, et le soleil du solstice d'été arrivait comme pour s'excuser d'un printemps maussade. Le thé fut servi à 4 heures précises, et les suspects, habituels, comme les appelait en plaisantant le colonel Bartlett, prirent place sous la treille, ornée de glycine, l'air de personnes s'installant pour un jugement poli. Miss Marple, enveloppée dans un châle bleu pâle, assorti au myosotis, brodé sur ses gants, était assise tranquillement au bout de la table, près des hortensias. Son regard, derrière ses douces lunettes, se posait avec intérêt non pas sur les fleurs, mais sur les culottes bouffantes, ou plutôt sur les personnes qui les portaient. Elle sourit une ou deux fois, de ce sourire qui semblait faire un clin d'œil au temps, mais qui était en réalité une réponse à un non-dit qu'elle venait de remarquer. « Ce n'est pas la fréquentation habituelle », murmura Miss Wilhelmina Cobb, l'autorité autoproclamée de la ville en matière d'antiquité, en remuant son thé beaucoup trop vivement pour une tasse en porcelaine aussi délicate. « Non, pas tout à fait, » répondit Miss Marple. « Je me demande si c'est la chaleur. Les gens peuvent être terriblement maussades avec cette chaleur inhabituelle. » De l'autre côté de la table, le révérend Michael Duncombe rayonnait de joie, ses joues nets rouges luisants. Il venait d'annoncer une cérémonie spéciale pour l'anniversaire prochain de la reine et semblait excessivement satisfait de lui-même. Le murmure des conversations polies continuait, interrompu par le tintement occasionnel de la porcelaine et des éclats de rire creux. Puis vint le cri. C'était incisif, bref et d'une authenticité indéniable. Chaque conversation s'interrompait au milieu d'une phrase. Les tasses de thé se figèrent en l'air. Le cri provenait de l'intérieur du presbytère, non pas du jardin, mais de la maison elle-même. Le colonel Bartlett se leva aussitôt, sa vieille carrure militaire se mettant au garde à vous. « Restez ici », ordonna-t-il, ce que personne, bien sûr, ne fit. Miss Marple resta assise, les doigts repliant délicatement sa serviette. Elle se tourna vers le côté du presbytère, où se trouvait le salon. Un long silence s'installa. Plus personne ne cria. Quelques instants plus tard, l'épouse du révérend, Eleanor Duncombe, apparut dans l'embrasure de la porte, son chapeau de paille, à larges bords, maintenant de travers, et son visage couleur de craie. « C'est Monsieur Harold Webb », murmura-t-elle d'une voix rauque. « Il est dans le salon. Je crois qu'il est mort. » Les mots ont frappé comme du gel. Quelqu'un haleta. Quelqu'un d'autre laissa tomber une cuillère à café. Le colonel Bartlett et 2 autres se dirigeaient déjà vers la maison. Miss Marple se leva prudemment, époussetant la poussière imaginaire de sa jupe. « Ce n'est pas le genre d'Harold de manquer le thé, » se dit-elle doucement. À l'intérieur, le salon était frais et embaumait une légère odeur de cire à la lavande et de vieux livres. Harold Webb, l'avocat de Linton-on-Moor, fraîchement retraité de Netherden et membre de la Garden Society au printemps dernier, était affalé dans le fauteuil près de la cheminée. Une tasse de thé à moitié terminée était posée sur la table basse à côté de lui. Il semblait s'être simplement assoupi, si ce n'est l'inclinaison caractéristique de sa tête et une pâleur qu'aucun visage vivant ne pouvait égaler. Sur le plateau à côté de lui se trouvaient 2 soucoupes vides, l'une d'elles était pleine. Dans l'autre, la sienne, il ne restait qu'une seule cuillère,
posée curieusement au creux de la porcelaine, comme si quelqu'un avait oublié de la retirer. « Il n'était pas malade, n'est-ce pas ?» murmura Miss Cobb, qui avait réussi à se glisser à l'intérieur de la pièce avec une rapidité surprenante. « En parfaite santé, » dit Eleanor Duncombe en tremblant. « Il venait de me complimenter pour les scones. Il disait qu'il lui rappelait le Devon. » Le médecin du village, le docteur Everly, arriva 20 minutes plus tard, s'excusant d'être de garde. Après un rapide examen, il secoua la tête. « Disparu, j'en ai peur. » Paisiblement, on dirait, mais assez soudain. Peut-être une crise cardiaque. Il faudra prévenir le médecin légiste. Mais Éléonore fronça les sourcils. Il ne se tenait pas la poitrine, il n'a rien dit. « Non, » dit Miss Marple en s'approchant du plateau. « Et la tasse, elle est presque pleine. » Le médecin hocha la tête. « Oui, c'est étrange. La plupart des gens ne versent pas de thé aux morts. »« Non, » murmura Miss Marple, les yeux rivés sur la cuillère, encore dans la tasse vide. « Ils ne le font pas, n'est-ce pas ?» Dehors, le reste de la société du jardin s'attardait sous la glycine, leur conversation reprenant à voix basse et regards furtifs. Les roses, légèrement fanées par le soleil couchant, avaient maintenant un étrange air de mélancolie, et Miss Marple, debout dans ce salon baigné de soleil, avait le sentiment distinct qu'Harold Webb n'était pas mort paisiblement. Pas du tout. Le jardin, qui quelques minutes auparavant était un havre de paix d'hortensias et de rire, vibrait maintenant d'une panique contenue. Des tasses de thé reposées sur des genoux, des scones intacts étaient abandonnés sur des serviettes, et les conversations s'étaient transformées en chuchotements et regards méfiants. Tout le monde posait la même question, mais personne n'osait la formuler aussi directement. Harold Webb avait-il été assassiné? Le colonel Bartlett revint le premier de la maison, les sourcils froncés et la moustache frémissante d'une indignation contenue. « Le docteur dit que c'est peut-être son cœur, » annonça-t-il d'une voix raide, comme une autorité militaire. « Mais il y aura une enquête du coroner, bien sûr. Procédure standard. »« Oh, quelle horreur !» murmura mademoiselle Cobb, qui avait déjà commencé à transformer l'incident en une anecdote qu'elle pourrait raconter avec le juste équilibre entre horreur et sophistication. Il n'en était qu'à la moitié de sa tarte au lemon curd. Le pauvre. Je savais qu'il avait parfois du mal à respirer, a ajouté M. Cartwright, le papetier, qui n'avait jamais parlé directement à M. Webb, mais se souvenait maintenant avoir observé une certaine lenteur dans la démarche de l'homme. Miss Marple était retournée à sa chaise, son châle toujours soigneusement drapé autour de ses épaules. Elle écoutait le village commencer à assimiler l'événement de la seule manière qu'il connaissait, par les ragots. Il n'y avait aucun signe de détresse, disait Eleanor Duncombe en retournant au jardin, son mari la suivant de près, le visage toujours gris et troublé. Il était confortablement installé quand j'ai apporté les scones. Il m'a souri, remercié moi. Je suis sorti un instant pour aller chercher la confiture de fraises. À mon retour, il était affalé en avant, et son thé. Elle s'arrêta, les yeux pétillants d'une lueur proche de la confusion. Son thé avait à peine été touché. « Pas de bruit d'étouffement ?» demanda le colonel Bartlett. « Aucun. Pas de serrement, pas de halètement. Il n'a pas dit un mot. » Le révérend Duncombe s'éclaircit la gorge, tentant de retrouver son calme. Ne spéculons pas inutilement. Il pourrait bien s'agir de causes naturelles. Harold Webb n'était pas jeune, après tout. « C'est vrai, » dit Miss Cobb, même s'il semblait toujours plus jeune que son âge, vif, je dirais. Il apprécie particulièrement les promenades. Il n'a jamais fumé.
ajouta Madame Lucas, la femme du boucher. Il disait que ça lui gâchait le nez pour du vrai thé. Miss Marple incline doucement la tête. Un homme qui apprécie son thé ne le laisserait probablement pas refroidir, n'est-ce pas? Il y a eu un silence. Plusieurs têtes se tournèrent vers elle. Miss Marple, comme d'habitude, semblait simplement formuler une observation de courtoisie et non une accusation. « Mais il était chaud quand je l'ai servi, » dit Éléanore. « J'en ai versé 3 tasses, la mienne, celle de Michael et celle d'Harold, et je les ai laissées là, pendant que j'allais chercher la confiture. Ça n'a pas duré plus de 2 minutes. » Miss Marple hocha la tête. « Et quand vous êtes revenu, la sienne était à peine touchée, la cuillère était toujours à l'intérieur. » Éléanore cligna des yeux. « Oui, c'était étrange, je suppose. Je me souviens avoir pensé qu'il avait l'air intact, mais sur le moment, je n'ai pas pensé à le remettre en question. Tout s'est passé si vite. » Le docteur Everly sortit alors de la maison, un presse-papier à la main et l'air plus solennel que d'habitude. « J'ai fait ma déclaration préliminaire, » dit-il. « Le coroner sera là ce soir. En attendant, je demande à ce que personne ne touche à quoi que ce soit dans le salon. Laissez-le tranquille. » Tandis que les villageois recommençaient à murmurer entre eux, formant de petites constellations tremblantes d'inquiétude et de théorie, Miss Marple se leva et se dirigea lentement vers le jardin latéral du presbytère. C'était plus calme, à l'ombre d'une vieille aubépine et avec vue sur la fenêtre du salon. Elle resta un moment immobile, scrutant du regard le chemin de pierre, la fenêtre à guillotine ouverte, la petite rangée soignée de géraniums juste sous le rebord. Un mouvement à côté d'elle attira son attention. C'était la jeune Lily Dunham, la nièce d'Eleanor Duncombe, venue de Bath pour aider à la maison pendant l'été. Lily avait fait des allers-retours au presbytère tout l'après-midi, portant des scones, des tasses de thé et de la confiture avec un air joyeux et désordonné. Elle se tenait maintenant au bord du chemin, tordant son tablier dans ses mains. « Je n'ai rien vu, Miss Marple, » dit-elle rapidement, comme si elle craignait d'être accusée de quelque chose. « Je ne suis pas ici pour vous le demander, » répondit doucement Miss Marple. « Mais si vous savez, si tu voyais quelque chose, même quelque chose de petit, tu le dirais à quelqu'un, n'est-ce pas ?» Lily hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés au sol. J'ai entendu quelque chose, cependant. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Continuez. Dans la cuisine, après avoir sorti les scones, j'ai cru entendre des voix, 2 hommes, mais en regardant dans le couloir, je n'ai vu que M. Webb assis seul. J'ai pensé que c'était peut-être mon imagination. « Serait-ce le révérend Duncombe ?» demanda Miss Marple. « Non, » dit Lily en secouant la tête. Les voix étaient faibles, en colère, je crois. Je n'ai pas saisi les mots, juste le ton. Miss Marple émit un léger bourdonnement. « Et vous êtes sûre que M. Webb était seul ?» « Je crois que oui, je l'ai juste vu. Ce soir-là, alors que la lumière estivale commençait à s'estomper sur le net air d'Aisne, le coroner arriva du bureau du district et confirma ce que tout le monde soupçonnait déjà. Harold Webb était mort. La cause exacte nécessiterait des examens plus approfondis, mais la possibilité d'un autre événement était incertaine. Non naturel n'avait pas été exclu, ce qui signifiait que la police viendrait. Cela signifiait à son tour que le village ferait ce que les villages font toujours sous surveillance, serrer les rangs, chuchoter plus doucement et garder leurs secrets un peu plus étroitement. Le lendemain matin, l'incident avait pris racine dans tous les salons, dans les files d'attente à la poste et dans les conversations des rayons de boulangerie.
On se souvenait de détails étranges, la façon dont Harold Webb avait refusé de se resservir lors du dernier thé, sa récente réticence à s'engager à la présidence du fonds paroissial, une curieuse absence au pique-nique de la chorale de l'église le mois dernier. Bien sûr, rien de tout cela n'avait de sens, mais lorsque la mort frappe un village paisible, le passé devient un miroir dans lequel les gens ne peuvent s'empêcher de se regarder, espérant y trouver une faille. La seule personne qui parlait très peu, comme d'habitude, était Miss Marple. Elle passa sa matinée à marcher jusqu'à la petite épicerie du coin, où elle acheta une boîte de cirage à la lavande et un sachet de sucre d'orge. Elle n'échangea que de brèves politesses avec Madame Cartwright derrière le comptoir, et remarqua avec intérêt que le journal habituel d'Harold Webb, le héros de Linton, n'avait pas été récupéré ce matin-là. Elle s'enquit discrètement, et Madame Cartwright confirma que M. Webb avait prévu de l'annuler la semaine suivante. « C'est un timing bizarre, » dit Miss Marple d'un ton doux. « A-t-il dit pourquoi ?»« Non, » répondit Madame Cartwright. « Seulement qu'il n'en aurait plus besoin. Je pensais qu'il partait à l'étranger. » En quittant la boutique, Miss Marple s'arrêta un instant sous l'enseigne qui se balançait au vent. Un homme qui n'a pas l'intention de rester dans les parages n'aurait guère besoin d'un hebdomadaire. Mais Harold Webb venait de s'inscrire à la Garden Society et d'acheter un abonnement pour le cricket. Ça n'avait aucun sens. Elle poursuivit son chemin, passant devant le presbytère et la fenêtre familière qui semblait désormais trop silencieuse. Un mouvement à l'intérieur, une lueur blanche, la fit s'arrêter. Éléanor, toujours en robe de chambre, prenait le plateau de thé sur le buffet du salon. Par la fenêtre, Miss Marple l'observa s'arrêter, fixant la tasse vide, toujours avec la cuillère à l'intérieur. Miss Marple avançait lentement, sans hâte, mais son esprit tournait doucement. Harold Webb n'était pas mort dans la confusion ou la précipitation. Sa mort, elle en était désormais certaine, avait été préparée avec soin et subtilité. Et quelque part dans le village, quelqu'un avait arrangé cela. Ce n'était bien sûr jamais la coupe elle-même, c'était la cuillère laissée dans la tasse vide. Le même après-midi, alors que le presbytère était encore silencieux et que les villageois bavardaient encore derrière des rideaux à moitié fermés, Miss Marple rendit une visite tranquille au cottage de feu Monsieur Webb sur Fern Hollow Lane. La promenade était courte, juste après la poste et à travers le petit bosquet qui séparait le village principal des cottages plus récents, construits pour les retraités et les étrangers, comme les appelaient encore les anciens. La maison de M. Webb, comme son propriétaire, avait toujours été impeccablement entretenue. La pelouse était tondue à la perfection, et les petits parterres de fleurs, encadrant la porte d'entrée, étaient ornés de rangées ordonnées de soucis et de lavandes françaises. Les stores étaient tirés. Un ruban noir poli avait été noué au portail. Miss Marple, bien sûr, n'avait aucune intention de déranger quoi que ce soit à l'intérieur. Elle s'arrêta simplement devant le portail, faisant semblant de lire l'avis municipal épinglé au poteau. Un classique sur les locations et les successions, mais son regard scruta chaque détail. Il n'y avait aucun signe de dérangement. Pas de papiers empilés. Les bouteilles de lait avaient été vidées. Cela suggérait que quelqu'un, peut-être une femme de ménage, était passé récemment. Elle ne se souvenait pas que M. Webb ait mentionné une aide régulière. En fait, son indépendance était plutôt une source de fierté. Il avait rejoint la société de jardinage en se vantant d'avoir construit lui-même le porte-outils de son abri de jardin. Pourtant, quelqu'un avait récupéré les livraisons. Alors que Miss Marple se retournait pour partir, une voix retentit derrière un muret de pierre. « Tu cherches quelqu'un »
C'était Patrick Greaves, le facteur du village, qui avait pour habitude d'apparaître partout où quelqu'un était susceptible de poser une question. C'était un homme nerveux, au cou perpétuellement brûlé par le soleil et doté d'un sens inné des ragots. « Je ne regarde pas, non ?» répondit Miss Marple avec sa douceur habituelle. « Je me souviens juste. » Monsieur Webb semblait très heureux ici. Patrick s'appuya contre le mur et tripota une liasse de circulaires pliés. C'est un bel endroit, en effet. Il venait juste de faire changer les serrures, vous savez. Vraiment? Elle leva légèrement les yeux. Récemment? Il y a 2 semaines, je dirais. J'ai reçu un gars de Linton. Il a observé toute l'affaire par la fenêtre de la cuisine, tout en livrant son colis. Une raison a-t-elle été donnée? Patrick haussa les épaules. Je n'ai rien dit. Mais il semblait nerveux ce jour-là. J'ai demandé si quelqu'un avait fouillé dans sa poubelle. Je lui ai répondu. « On est à Netherden, monsieur, pas à Covent Garden. » Miss Marple eut un petit rire, mais l'image lui resta gravée dans la mémoire. Harold Webb, s'informant des poubelles et du changement des serrures. Pour un homme venu ici en quête de paix, il ne l'avait certainement pas trouvé. Plus tard, en rentrant chez elle, elle découvrit qu'un mot avait été glissé sous sa porte. L'enveloppe était vierge, le papier épais. L'écriture à l'intérieur était hâtive, épanchée, mais nette. Tu as raison de regarder de plus près. Renseigne-toi sur la place côté hublot. Mais attention, tout le monde ne boit pas son thé. Pas de signature, pas de timbre. Celui qui l'avait envoyé l'avait fait de main en main. On n'avait pas sonné à sa porte. Miss Marple plia délicatement le mot et le glissa dans son panier à tricot, où elle conservait d'autres objets curieux. La boucle de chaussures miniature de l'affaire Hargraves, une fleur séchée de l'incendie du Queen's Arms, et maintenant ceci, la place près de la fenêtre. Dans le contexte des événements récents, elle ne pouvait penser qu'à une seule place près de la fenêtre, la profonde baie vitrée du salon du presbytère, bordée de rideaux de velours délavé et souvent utilisée comme siège d'appoint lorsque les réunions pour le thé étaient bondées. Harold Webb n'y était pas assis, bien sûr. Sa chaise était plus près du feu, mais le plateau de tasses de thé avait été posé sur la table juste devant cette fenêtre. Cela semblait inoffensif, apparemment. Le lendemain matin, elle retourna au presbytère sous prétexte d'apporter un pot de confiture de coin à Eleanor. Miss Marple était convaincue que les condoléances devaient s'accompagner d'une douceur. Cela contribuait à tempérer les silences gênants. Eleanor l'accueillit d'un sourire pâle et la conduisit dans le salon, désormais débarrassée de toute trace de la tragédie de la veille. « Je ne peux pas m'empêcher de le voir là-bas, » dit Eleanor, en acceptant le pot. « Même si le fauteuil est à nouveau vide, je me surprends à éviter cette partie de la pièce. » Miss Marple s'assit doucement sur le canapé d'en face, jetant un coup d'œil vers la baie vitrée. « Je suppose que c'est normal ? Il commençait tout juste à se sentir comme l'un des nôtres. »« Je me sens responsable, d'une certaine manière, » murmura Eleanor. « Il était là, mon maison. C'était mon thé. » Miss Marple se pencha en avant, l'air bienveillant. « Tu ne dois pas penser comme ça, ma chère. On meurt partout, et si était juste son cœur, eh bien, personne n'aurait pu prévoir ça. » Eleanor fit un petit signe de tête, mais ses mains serraient le pot de gelée un peu trop fort. « Puis-je vous demander, » dit Miss Marple d'un ton léger, « à propos des tasses à thé, je me demandais, vous en avez servi 3 ? » « Oui, » répondit Eleanor, « Michael, Harold et moi. » « Tu te souviens de quelle tasse il s'agissait ?» Eleanor hésita. « Oui, le blanc avec le bord bleu. Je l'ai utilisé parce qu'il l'avait déjà remarqué.
Il disait que ça lui rappelait la porcelaine de sa grand-mère. Et c'était celui qui restait avec la cuillère à l'intérieur. C'était vrai, dit lentement Éléanore, les sourcils froncés. Je n'y avais pas repensé, mais oui. Dites-moi, quand vous avez apporté le plateau, est-ce que toutes les tasses étaient remplies? Ou est-ce que chaque tasse était servie séparément? Je les ai tous versés dans la cuisine avant d'entrer. Aucun n'a été déplacé? Eh bien, pas vraiment, dit Éléanore. Michael a tout de suite pris le sien, et celui d'Harold était déjà sur la petite table d'appoint près de sa chaise. J'ai gardé le mien à portée de main. Miss Marple hocha la tête, pensive. Et quelqu'un est-il venu pendant ce temps-là, avant que tu reviennes avec la confiture? Les yeux d'Éléanore clignèrent. Maintenant que tu le dis, j'ai affaire, j'entends le cliquetis du loquet, mais j'ai supposé que c'était la brise. Miss Marple se leva. Merci, ma chère. Je ne vous dérangerai plus. En passant devant la banquette, elle s'arrêta. Le coussin était bien en place, la garniture en velours encore délavée par le temps. Mais en passant ses doigts sur le rebord, elle remarqua un léger résidu poudreux, comme si quelqu'un avait renversé du sucre, ou peut-être quelque chose de plus fin. De retour dans le jardin, Miss Marple rencontra le révérend Duncombe, qui revenait de sa promenade matinale. « J'espère qu'Éléanore se repose, » dit-il. « Elle a été très secouée. »« Elle est très forte, » répondit Miss Marple. « Dis-moi, Michael, Harold t'a-t-il déjà parlé de son passé, de son travail à Linton? »« Un peu, » dit-il. Il avait été avocat, bien sûr. Il s'occupait de succession et de fiducie. Il n'en parlait pas beaucoup. Il prétendait toujours être venu ici pour oublier ce monde. Miss Marple hocha la tête. Et pourtant, il semble qu'il ait emporté bien plus que ses gants de jardinage. Le révérend pencha la tête. Que voulez-vous dire? Mais Miss Marple se contenta de sourire, le remercia pour son temps et continua son chemin. En début de soirée, une autre lettre est arrivée. Celui-ci était plus simple, tapé sur du papier fin et livré par la poste. Il ne portait pas d'adresse de retour. Demandez à mademoiselle Cobb à propos du Premier Testament. Miss Marple le lut 2 fois, puis l'attacha soigneusement à la première note anonyme et plaça les 2 sous son dé à tricoter. Le village parlait, non pas à voix haute, mais de manière calme et urgente. Et Miss Marple, toujours à l'écoute, avait maintenant les oreilles grandes ouvertes. Ce soir-là, après le dîner et une modeste tisane à la camomille, Miss Marple sortit son carnet de notes de son tiroir. Pas celui qu'on utilise pour les listes de courses ou les récoltes du jardin, mais un petit registre relié à la couverture fleurie, délavée. Elle l'ouvrit lentement, la plume en main. Sur une page fraîche, elle écrivit « Monsieur Harold Webb », la cuillère, le siège près de la fenêtre, le Premier Testament. Elle resta assise un moment, la pointe de son stylo flottant. L'indice n'était pas clair, mais discret, comme tant d'indices avérés. Elle avait appris depuis longtemps que les meurtres, lorsqu'ils se produisaient dans des villages tranquilles, étaient rarement percutants. Ils se cachaient dans les tasses de thé, dans les pauses entre les phrases, dans d'étranges changements d'habitude, comme un homme qui annule son journal juste avant de mourir ou qui change ses serrures sans explication. Et maintenant, quelqu'un en Étherden voulait clairement qu'elle sache quelque chose. Mais pourquoi cet anonymat? Pourquoi ne pas simplement lui parler, à moins que l'on craigne que quelqu'un ne l'entende, ou pire, quelqu'un pourrait déjà être en train de regarder. Le lendemain matin, elle sortit tôt. L'air était chargé de rosée et de chants d'oiseaux. Sa destination était claire, le cottage de mademoiselle Wilhelmina Cobb, à 2 pas de l'église.
Mademoiselle Cobb, membre de longue date de la Garden Society et présidente du comité de préservation historique, vivait à Netherden depuis plus de 50 ans. Elle avait une mémoire encyclopédique, un penchant pour les biscuits aux amandes, et une foi inébranlable en son propre sens des convenances. Miss Marple arriva juste avant 9 heures, sachant très bien que Miss Cobb aurait déjà mangé son œuf à la coque et balayerait l'allée dans ses pantoufles en feutre. « Jane !» s'exclama mademoiselle Cobb en ouvrant la porte. « Tu es debout tôt. Je pensais vous attraper avant que le soleil ne sèche la rosée, » dit doucement Miss Marple. « Puis-je entrer un instant? Juste une petite question qui me préoccupe. »« Bien sûr, dit mademoiselle Cobb en s'écartant. « Vous prendrez du thé? Seulement si cela ne pose pas de problème. »« Oh, pas de problème. Je viens de réchauffer la marmite. » Ils s'installèrent dans le petit salon de mademoiselle Cobb, rempli de chemins de table crochetés et de vases de lavande séchés. Le thé était servi dans des tasses dépareillées, la cuisine de mademoiselle Cobb étant délicieusement chaotique, et une assiette de biscuits aux amandes apparut, comme prévu, à côté. « J'ai reçu un mot étrange hier, » commença Miss Marple, après quelques civilités échangées. « Anonyme. Il parlait d'Harold Webb et d'un premier testament. Je suppose que ça ne vous dit rien. » Mademoiselle Cobb cligna des yeux par-dessus le bord de sa tasse. « Premier testament, ma chère, qui t'a parlé de... » « Que ?» Miss Marple incline légèrement la tête. « Alors, vous faire. Tu sais quelque chose? » « Eh bien, » dit mademoiselle Cobb en baissant sa tasse, « je n'allais rien dire. Ça ne me semblait pas convenable, avec le pauvre homme fraîchement décédé et tout. Mais puisque vous demandez... Oui, Harold m'en a parlé peu après son arrivée ici. Continuez. » Mademoiselle Cobb se pencha légèrement. Nous discutions après une réunion de la société de jardinage, celle où s'est produite cette horrible histoire de limaces dans la laitue. Et nous avons abordé le sujet de l'héritage. Il m'a dit qu'il venait de refaire son testament. Il voulait repartir à zéro. Apparemment, il y avait quelqu'un dans son passé à qui il ne voulait plus rien léguer. Un parent? Je suppose que oui. Il était assez vague, mais il a dit quelque chose d'étrange. Supprimer le poison d'un document ne le supprime pas d'une vie. À l'époque, j'ai cru à une métaphore. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. A-t-il dit qu'Andy avait fait le changement? Il y a environ 1 an, juste après son emménagement dans le cottage. Miss Marple remuait doucement son thé. Et a-t-il mentionné l'identité du précédent bénéficiaire? Mademoiselle Cobb secoua la tête. Pas de nom, mais il semblait troublé quand il en parlait, comme si l'affaire n'était pas vraiment réglée. Je me souviens avoir pensé que pour quelqu'un de retraité vivant seul, il avait l'air d'un homme encore surveillé. Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Son esprit était déjà en train d'établir des liens. Si Harold avait modifié son testament et révoqué quelqu'un, et si cette personne l'avait découvert ou soupçonné, cela constituerait un motif plus que suffisant. Et peut-être cette même personne avait-elle découvert qu'il prévoyait d'officialiser ses nouvelles volontés, ou d'en remettre une copie définitive au notaire. Elle se leva pour partir. « Merci, Wilhelmina, tu m'as été d'une grande aide. »« Oh, » dit rapidement mademoiselle Cobb, « encore une chose, je ne vous l'ai pas dit, mais... » La femme du révérend a joué les comédiens bizarrement, depuis la mort d'Harold. Plus qu'un simple choc. Elle a à peine parlé à la moitié des femmes de son cercle de couture. Et j'ai entendu dire qu'elle avait refusé de manger le fou aux grosseilles au déjeuner du presbytère hier. Miss Marple esquissa un sourire pincé. Intéressant. Elle ressortit à l'air libre, les pensées tourbillonnantes. Eleanor Duncombe, encore. Elle avait servi le thé.
Elle s'était retirée à un moment critique, et maintenant, elle était déstabilisée, ne recevant que des visiteurs sélectifs. Mais c'était la note qui continuait à troubler Miss Marple. Tout le monde ne boit pas son thé. Harold n'avait-il pas bu le sien parce qu'il avait senti quelque chose, ou parce qu'il n'avait jamais eu l'intention de le boire? Et si le poison, s'il y a était le poison, n'était pas dans la tasse, alors où? La réponse, pensa-t-elle, se trouvait peut-être encore dans le salon. Non pas dans ce qui était servi, mais dans ce qui était manipulé. Une cuillère, une serviette, un biscuit, quelque chose à toucher. L'étape suivante de Miss Marple fut la poste, non pas pour payer son courrier, mais pour une conversation informelle avec Madame Cartwright, qui était toujours au courant de ce qui se passait dans le village, tant dans les journaux que dans les rumeurs. « Oh oui », dit Madame Cartwright en vérifiant une caisse derrière le comptoir. « Monsieur Webb a fait envoyer une lettre la veille de sa mort. Confidentielle. Il a aussi payé un supplément pour une livraison le lendemain. Est-ce qu'il a dit à qui c'était destiné? Je ne l'ai pas dit, mais je me souviens de l'adresse, un cabinet londonien. Messieurs Halbrake and Lowther. » Miss Marple retint son souffle, mais son visage resta inchangé. Elle connaissait le nom, un cabinet d'avocats spécialisé en droit successoral. Et si Harold leur avait envoyé une lettre la veille de sa mort, elle était probablement liée à ses dernières volontés. Elle quitta le bureau de poste avec une urgence silencieuse. Quelqu'un à Netherden avait découvert ce qu'Harold avait fait, ou ce qu'il prévua faire, et avait pris des mesures pour l'arrêter. Pas avec des menaces, pas avec des scènes, mais avec une tasse de thé et une cuillère posée exactement là où elle n'aurait pas dû être. En retournant à son cottage, elle aperçut la jeune Lily Denham debout au bord du jardin, du presbytère, les bras croisés, le regard perdu. Miss Marple l'appela. « Ma chère Lily, puis-je te demander, le jour de la réunion du jardin, as-tu vu quelqu'un près des tasses à thé avant qu'on apporte le plateau ?» Lily hésita. Je n'y ai pas vraiment prêté attention sur le moment. Mais oui, Madame Lucas était à l'intérieur juste avant. Elle a dit qu'elle devait aller chercher son châle. Je l'ai vue dans le couloir, revenant de la cuisine. Miss Marple hocha discrètement la tête. « Merci. » Et voilà, un autre morceau. Madame Lucas, la femme du boucher, toujours si joyeuse, apportant toujours des tartes au presbytère. Avait-elle été proche d'Harold, assez proche pour lui demander quelque chose, ou craindre quelque chose qu'il connaissait? Miss Marple rentra chez elle, tandis que le ciel prenait une teinte ambrée sous la lumière de la fin de l'été. Elle plia soigneusement ses billets, puis se servit un petit verre de sherry. Il n'était pas encore temps d'agir, pas encore de révéler ce qu'elle commençait à soupçonner. Mais c'était serré. Le village se resserrait. Des motivations apparaissaient. Et bientôt, très bientôt, quelqu'un ferait une erreur. Cette nuit-là, Miss Marple ne dormit que par vagues légères et irrégulières, telle une marée qui n'atteint jamais le rivage. Elle était allongée dans sa petite chambre, sous l'édredon de chintz délavé, la fenêtre ouverte laissant entrer une douce brise qui agitait les rideaux de dentelle. Mais son esprit ne se reposait pas. Il continuait à tourner en rond sur la même orbite silencieuse. La cuillère, le testament, le plateau de thé, et le fait que Madame Lucas était seule dans la cuisine du presbytère, quelques minutes seulement, avant la mort d'Harold Webb. Elle savait qu'il valait mieux ne pas tirer de conclusions hâtives. La nature humaine était rarement simple. Elle aimait se cacher derrière des raisons apparemment raisonnables. Et chez les Netherden, chacun avait une raison. Être gentil, être cruel, colporter des ragots, se cacher.
Au matin, le soleil tapait déjà fort sur les trottoirs, pavés, lorsque Miss Marple sortit avec son panier. Elle se dirigea résolument vers la boucherie Lucas, mais pas pour acheter de l'agneau. Elle n'avait pas envie de viande rouge ce jour-là. Pourtant, les apparences étaient importantes, et elle salua donc chaleureusement Madame Lucas en entrant dans la boutique fraîche et carrelée. « Ma chère, vous avez l'air rouge », dit doucement Miss Marple en s'appuyant sur la vitrine. Madame Lucas, large d'épaules et aux joues roses comme toujours, s'essuya les mains sur son tablier. « Je n'ai pas bien dormi, » admit-elle. « C'est tout ce désagrément. Ce pauvre homme, mourir comme ça. Je ne peux penser à rien d'autre. C'est troublant, » acquiesça Miss Marple. « Et si soudain, connaissiez-vous bien Monsieur Webb ?»« Très bien, » dit Madame Lucas en se déplaçant. « Il venait parfois nous voir pour nous demander des nouvelles de nos spécialités. On a discuté un peu, rien de personnel. Pourquoi cette question ?» La voix de Miss Marple baissa légèrement, comme si elle évoquait un vieux souvenir. Seulement, quelqu'un a dit vous avoir vu à l'intérieur du presbytère juste avant le service du thé. J'imagine que vous alliez chercher quelque chose ? Madame Lucas marqua une pause. Oui, mon châle. Je l'avais laissé près du buffet tout à l'heure, pendant la discussion sur les cantiques. Il y a des courants d'air dans ce salon. Tu sais comment je suis avec mes articulations. Bien sûr, dit Miss Marple en souriant. J'ai la même chose avec mes chevilles, mais j'ai cru voir ton châle encore enroulé autour de ton bras quand nous sommes tous revenus dehors. Il y eut une brève hésitation. Oh, j'ai dû le ramasser et oublier que je l'avais. Facile à faire, dit Miss Marple. Facile à faire. Mais en quittant la boutique, elle ne se sentait pas rassurée. Quelque chose clochait dans l'attitude de Madame Lucas, non pas effrayée, mais délibérée, comme si elle récitait le texte d'une pièce qu'elle n'avait pas suffisamment répétée. Et cela, d'après l'expérience de Miss Marple, signifiait souvent plus que de la peur. Cela dénotait un mobile. Elle est rentrée chez elle, s'est fait du thé, sans sucre, et elle s'assit à nouveau avec son carnet. Sa liste de noms s'allongeait. Suspects avec mobile. Madame Lucas, opportunité, déni nerveux, vue près du service à thé. Éléonore Duncombe, plateau à poignée, cliqueté, cachant peut-être quelque chose. Bénéficiaire précédent non identifié. Si Harold modifiait son testament, qui aurait à perdre? Elle fixa la liste. C'était cette dernière ligne qui la troublait le plus. Ems avait été retirée du testament d'Harold. Et puis, elle se souvint de quelque chose. Une petite remarque, presque passée inaperçue. Lors de la dernière réunion de la Société des Jardins, Harold avait mentionné que « les enfants ne sont jamais ce qu'on espère ». C'était une remarque en passant, formulée avec un demi-sourire, mais Miss Marple avait remarqué la dureté de son ton. Sur le moment, elle avait supposé qu'il s'agissait d'un filleul, ou peut-être d'un parent plus jeune, mais maintenant, cela ressemblait davantage à l'écho d'une rancune. Elle se leva, mit son chapeau, et se rendit au seul endroit qui pouvait répondre à la question. Le bureau du notaire du village. M. Graham Feldon était un homme sec et anguleux, passionné de buvard et particulièrement soucieux du prix des timbres. Il s'était occupé de la plupart des testaments et fiducies du village pendant près de 2 décennies et n'avait jamais rien révélé d'inapproprié. Mais il avait un faible pour Miss Marple. « Je ne peux rien partager formellement », dit-il alors qu'elle était assise en face de lui dans le petit bureau exigu. « Mais je peux confirmer que M. Webb a fait soumettre une révision de testament peu de temps après son arrivée à Netherden. » Et a-t-il renvoyé quelqu'un? M. Feldon ajusta ses lunettes. « Oui, un neveu, je crois.
un jeune homme nommé Peter Channing. Le testament précédent lui léguait la succession. Le plus récent, eh bien, il désigne un bénéficiaire local. Quelqu'un ici, au village. Miss Marple cligna des yeux. Vraiment? Qui? M. Feldon hésita, puis dit « Eleanor Duncombe ». Miss Marple resta assise, très immobile. C'est inattendu. Elle avait été désignée comme gardienne. M. Webb n'avait plus de famille proche, en qui il avait confiance, et apparemment, Madame Duncombe l'avait aidé à s'installer et avait fait preuve de gentillesse envers lui. Il la décrivait comme « la seule personne qui ne m'ait rien demandé ». Miss Marple le remercia et partit, marchant lentement le long de la ruelle pavée en direction du cimetière. Eleanor, toujours douce, toujours un peu triste, comme si elle attendait quelque chose qu'elle ne recevrait jamais. Et pourtant, si Harold avait envoyé une copie du testament au notaire londonien juste avant sa mort, Eleanor n'aurait peut-être rien su du changement, à moins qu'elle avait été connue, à moins que quelqu'un ne le lui ait dit, ou qu'elle ait vu le document avant sa publication. Une ombre passa devant le vitrail de l'église. C'était encore Lily Denham, errant au bord du jardin, les bras croisés, l'air distrait. Miss Marple s'approcha. « Ma chère Lily, dit-elle, puis-je te poser une petite question ?» Lily se retourna, le regard méfiant mais poli. « Bien sûr. L'après-midi où M. Webb est mort, avez-vous remarqué quelqu'un près du buffet avant que Madame Duncombe n'apporte la confiture ?» Lily hésita. « Eh bien, oui. J'ai vu Madame Lucas entrer. » Elle est restée un moment dans le salon, mais elle n'a rien compris. Puis le révérend Duncombe est entré à son tour. Il semblait bouleversé. J'ai pensé qu'il se disputait, mais je n'ai pas bien entendu. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. Lui et Madame Lucas? Non, dit Lily. Lui et Eleanor. Juste quelques mots, à voix basse. Elle tenait quelque chose, un morceau de papier plié. Tu as vu ce qui lui est arrivé? Elle l'a rangé quand je suis entré dans la pièce, dans le cache-théière, je crois. Miss Marple sentit son souffle se bloquer. Elle remercia Lily et s'éloigna sans hâte, même si son esprit s'était brusquement accéléré. Un papier plié, dissimulé à la vue de tous. Si ce papier avait été le testament d'Harold, ou même une lettre, il s'agissait d'Eleanor, avait connu, ou quelqu'un d'autre dans la maison l'avait intercepté. Le coussin douillet était posé sur le même buffet que les tasses à thé. Elle le voyait bien maintenant. Le journal s'était glissé à l'intérieur, par panique ou par préméditation, tandis que la maisonnée grouillait d'invités. Une occasion en or. Elle alla passer la soirée à coudre, ou à faire semblant de coudre, mais son esprit a cousu un modèle différent. Harold Webb avait modifié son testament. Quelqu'un avait tout à gagner, quelqu'un d'autre avait quelque chose à perdre, et quelque part dans ce salon douillet, au milieu de la porcelaine et des bavardages, la mort avait attendu en silence. Le village ne le verrait pas venir. Mais Miss Marple, si. Le lendemain matin, une fine brume recouvrait les haies, tandis que Miss Marple se tenait à la fenêtre de sa cuisine, beurrant une tranche de pain grillé avec plus de réflexion que d'appétit. L'air sentait vaguement l'herbe humide et les roses, mais son esprit était concentré sur le papier. Un document plié, caché à la hâte dans un cache-théière. Le genre d'endroit où l'on cache quelque chose lorsqu'on est interrompu, pas lorsqu'on planifie à long terme. Ce qui signifiait que ce n'était pas censé rester là. Ce qui signifiait aussi que cela pouvait encore y être. Elle mit son toast de côté et attrapa ses gants. Au presbytère, le révérend Duncombe taillait les haies, vêtu d'un pull ample, et leur prononçait un sermon, plutôt qu'une simple taille.
Il leva les yeux, surpris, lorsque Miss Marple l'appela doucement depuis l'allée du jardin. « Mademoiselle Marple, j'espère que vous n'êtes pas venue avec d'autres condoléances. Éléanore est encore terriblement secouée. Je n'oserais même pas la déranger, » dit chaleureusement Miss Marple. « Non, non, je suis venue pour une mission bien plus ennuyeuse. Il semblerait que j'ai égaré mes lunettes, et je crois les avoir laissées dans le salon pendant la réunion de la société de jardinage. Puis-je jeter un coup d'œil? Bien sûr, entrez. » Il la fit entrer, époussetant les branches de la haie tombée de ses manches. Un étrange silence régnait désormais dans le presbytère, comme si les murs eux-mêmes se souvenaient de ce qui s'était passé dans ce salon. Miss Marple avançait lentement, mais résolument dans le couloir, ne s'arrêtant qu'en atteignant le seuil familier. À l'intérieur, tout était comme au goûter, même si l'air avait été aéré, le buffet dépoussiéré et les chaises redressées, avec un peu trop de précision. Mais une chose demeurait, le confortable, une chose trapue et bulbeuse, tricotée en roux et orange, était toujours bien rangé à côté du plateau de thé. « Prenez votre temps, » dit le révérend Duncombe depuis le couloir. « Je serai dans le jardin. » Miss Marple fit un signe de tête poli et entra. Elle ne se précipita pas. Elle regarda d'abord sous le coussin de la banquette côté fenêtre, comme si elle cherchait sincèrement, puis laissa sa main dériver, nonchalamment, vers le coussin douillet. Elle le souleva, et oui, à l'intérieur, coincée entre la doublure et le rembourrage, elle sentit le bord d'un papier plié. Elle le sortit avec précaution. Un parchemin crème, légèrement froissé, marqué à l'encre noire, épaisse, d'un stylo plume. Son souffle s'arrêta. Ce n'était pas la volonté, c'était une lettre, et elle était adressée à Éléonore Duncombe. Ses mains hésitaient. Elle ne devait pas l'ouvrir. Et pourtant, Harold était mort, et la lettre n'était pas parvenue à son destinataire. Elle avait été cachée. C'était donc quelque chose point autre, une preuve, peut-être. Un dernier mot. Elle l'a ouvert. « Très chère Éléanore, j'ai écrit au notaire. Vous aurez bientôt de leurs nouvelles. Je n'aurais jamais cru en arriver là, mais votre gentillesse ces derniers mois m'a permis de faire ce qui est juste. Je sais que nous avions convenu de ne pas parler de Peter, mais je ne peux pas lui pardonner. J'ai laissé le passé derrière moi, et je ne le laisserai pas me poursuivre dans les ruelles du village. Tu es peut-être en colère contre moi, mais j'ai confiance en toi, plus qu'en quiconque. Merci de me permettre de me sentir à nouveau en sécurité. Vous trouverez une clé dans la petite boîte derrière ma bibliothèque. Veuillez l'utiliser le moment venu. Le vôtre, Harold. » Miss Marple plia la lettre, la glissa dans le fauteuil et s'assit un instant sur le rebord de la fenêtre, ses pensées s'enchaînant rapidement. Alors, Pater Channing, le neveu, chassé, semblait-il, pour des raisons inconnues. Harold avait réécrit son testament, prévenu les notaires, et écrit ceci, une lettre privée, personnelle, destinée à Éléanore, mais jamais livrée, parce que quelqu'un l'avait interrompu. Peut-être quelqu'un qui l'avait vu, en avait compris le sens, et avait paniqué. La question était, qui? Éléanore elle-même, le révérend Duncombe, Madame Lucas? Ses pensées furent interrompues par des pas. Éléanore apparut dans l'embrasure de la porte, pâle, mais posée dans son cardigan gris tourterelle. Son regard s'adoucit en voyant Miss Marple. « Je ne savais pas que tu étais là, » dit-elle. « Michael vient de me le dire. »« J'ai cru avoir oublié mes lunettes, » dit Miss Marple d'un ton aimable. « Pas de chance, j'en ai bien peur. » Éléanore hocha la tête. Elle s'avança plus loin dans la pièce, son regard s'arrêtant brièvement sur le coussin douillet, puis s'éloignant trop vite. La voix de Miss Marple baissa, douce et inquisitrice. « Harold vous a-t-il déjà parlé de Peter ?»
Il y eut une longue pause. Elénor baissa les yeux vers ses mains. Une seule fois, il a dit que Pater lui avait volé des choses, de l'argent, de la confiance, qu'il avait menti sur beaucoup de choses. Harold n'est pas entré dans les détails, mais il a dit qu'il ne supporterait plus de lui parler. Miss Marple ne dit rien, laissant le silence s'installer. « Je n'étais pas au courant pour le testament », ajouta doucement Éléanor. « Vraiment, je ne le savais pas. » Miss Marple observe son visage. Aucune déviation, aucun tremblement. « Mais vous étiez au courant pour la lettre. » Les lèvres d'Éléanor s'entr'ouvrirent, non pas sous le choc, mais par tristesse. « Je ne l'ai jamais reçue, » dit-elle après un long silence. « Je me doutais qu'il écrivait quelque chose, mais je ne savais pas qu'il m'avait écrit. Je pensais... » Sa voix se brisa. « Je pensais qu'on avait plus de temps. » Il y avait du vrai là-dedans, de la douleur, pas de la peur. Miss Marple tendit la main et lui toucha la sienne. Il vous faisait confiance. C'est clair. En quittant le presbytère, Miss Marple savait qu'elle avait trouvé quelque chose d'essentiel. Pas seulement la lettre, mais son absence. La personne qui l'avait pris et caché l'avait fait dans l'intention d'empêcher Éléanor de recevoir ce qui lui appartenait. Et peut-être de s'assurer que la lettre de l'avocat arriverait trop tard pour avoir de l'importance. Elle rentra chez elle, sous les nuages changeants, l'esprit en éveil. Quelqu'un avait eu connaissance du Nouveau Testament. Quelqu'un avait eu connaissance de la lettre. Quelqu'un était entré dans le salon, pas seulement pour servir le thé, mais pour prendre quelque chose. Ce soir-là, elle rédigea un mot, le plia soigneusement et le glissa dans une enveloppe adressée à l'inspecteur Cray de la gendarmerie régionale. Il y était écrit simplement ceci. « Il y a une clé cachée derrière la bibliothèque de Monsieur Webb. Elle pourrait bien répondre à plus de questions qu'on ne le pense. Et je crois que quelqu'un observe Éléanor Duncombe, non par compassion, mais par peur. Elle n'a pas bien dormi cette nuit-là, non pas par crainte, mais par anticipation. Le modèle prenait forme. Il ne restait plus qu'à quelqu'un de faire le dernier pas. Et Miss Marple serait prête quand ce serait le cas. Le lendemain, matin, pâle et couvert, le village de Netherden se retrouva plongé dans un silence argenté. Une fine brume flottait à nouveau dans l'air, brouillant les contours des haies et des cheminées, comme si tout le village retenait son souffle. Miss Marple avait déjà préparé son thé et coupé une fine tranche de pain grillé à la marmelade lorsqu'on frappa à sa porte. Pas brusquement et avec empressement, comme celui d'un agent de police. Pas pressé, comme celui de Lily. Non, c'était un coup hésitant et irrégulier, le genre de celui que frappe quelqu'un qui se demande s'il doit frapper ou non depuis un moment. Quand elle a ouvert la porte, c'était Peter Channing. Elle l'avait déjà vu, une seule fois, des années auparavant, lors d'une fête de comté où Harold avait donné une conférence sur la planification successorale. Peter était arrivé en retard et reparti tôt. Mais elle se souvenait de son regard, non pas de ses yeux, mais de l'inclinaison prudente de ses épaules, comme si la vie lui avait appris très tôt à se baisser, avant que les mots ne touchent. Il paraissait maintenant plus âgé, la trentaine, tout au plus. Silhouette élancée, mâchoire saillante, poil un peu trop fin pour les routes de campagne. Il avait l'expression d'un homme qui se doutait qu'il était déjà trop tard. « Vous êtes Miss Marple ?» demanda-t-il d'une voix basse, un peu rauque à cause du voyage. « Je le suis. Et tu dois l'être aussi. » Il hocha la tête et recula d'un pas. « Puis-je vous parler ? Je pense que vous savez déjà pourquoi je suis ici. » « J'imagine que oui. Entrez. » Il la suivit dans le petit salon, ôtant son manteau, non pas par confort, mais pour occuper ses mains. Il s'assit,
mais parce qu'il est plutôt que reposé, comme quelqu'un prêt à s'enfuir. J'ai entendu parler de mon oncle. Commença-t-il. Par l'avocat, un bref message annonçant un décès et précisant que je serais contacté en temps voulu. « Je suis vraiment désolé, » dit doucement Miss Marple. Il la regarda, incertain. « Je suppose que tu sais qu'il m'a déshérité. » J'avais compris. Pater poussa un soupir, un son qui ne trahissait pas vraiment du soulagement. Je m'y attendais, vraiment. Je ne pensais simplement pas qu'il irait jusqu'à nommer quelqu'un d'autre. Il se frotta les tempes. Eleanor Duncombe, la femme du vicaire, de toutes les personnes. Miss Marple ne dit rien. Elle attendit simplement. Peter se pencha en avant. Je sais ce que les gens pensent de moi, que j'ai profité de lui, que je l'ai trahi d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas la vérité. Non ? Demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête. Oui, j'ai fait des erreurs, quelques mauvaises, mais je ne lui ai jamais volé. Je n'ai jamais menti à propos d'argent. Il supposait oui. Quelqu'un lui a dit quelque chose, ce qui l'a retourné contre moi. J'ai essayé de le rattraper, mais il n'a rien voulu entendre. Il a fermé la porte. On ne m'a même pas prévenu de son arrivée ici. J'ai dû me renseigner au cadastre, de toutes les sources. Miss Marple pencha la tête. Et maintenant, vous venez réclamer quelque chose? Peter parut piqué, au vif, comme s'il avait reçu une légère gifle. Non, je suis venu parce que... Eh bien, j'ai reçu un message, une lettre, pas de l'avocat, anonyme, pas de signature. Elle disait « Demandez à propos de la cuillère laissée dans la tasse vide ». Les yeux de Miss Marple ne s'écarquillèrent pas, mais intérieurement, quelque chose changea. Elle prit son propre carnet, tourna quelques pages et le posa sur la table d'appoint sans l'ouvrir. « Et qu'est-ce que ça signifiait pour toi ?» Peter secoua lentement la tête. « Je l'ignorais. » Mais ça m'a fait réfléchir. Je me suis demandé, était-ce vraiment naturel? Sa mort, je veux dire. Je ne serais pas surpris que quelqu'un accélère les choses, surtout s'il savait qu'un Nouveau Testament avait été envoyé. Miss Marple l'observa un long moment. « Pourquoi venir me voir ?»« Parce que j'ai lu un peu, » dit-il. « J'ai demandé des nouvelles au village. Ton nom revenait. Toujours. C'était au moins honnête. » Elle se rassit. « Très bien, Peter. Je vais te demander quelque chose en retour. Où étais-tu le jour où ton oncle est mort? » « J'étais à Londres. Je peux le prouver. Ces derniers mois, je loge chez un ami à Islington. Je cherche du travail, surtout. Et je me cache. Se cacher de quoi? De celui qu'il pensait que j'étais. De celui que j'étais. » Miss Marple hocha la tête. Il ressentait de la douleur, mais une douleur épuisée. Ni de la culpabilité, ni de la peur. Pas la tension qu'elle avait vue chez Madame Lucas. Pas l'incertitude changeante dont Eleanor avait fait preuve. Et certainement pas le calme calculé de quelqu'un qui avait planifié un meurtre. Elle ne faisait pas encore confiance à Peter Channing, mais elle ne le rejetait pas non plus. « Très bien, » dit-elle. « Alors, écoute attentivement. » Et elle lui raconta, pas tout, mais suffisamment, le testament, la lettre, la cuillère, le douillet. Elle omettait les détails des observations de Lily et les moments précis où elle avait testé la réaction d'Eleanor. Mais Peter comprenait la forme générale. Quand elle a eu fini, il avait l'air bouleversé. « Quelqu'un l'a tué, » dit-il doucement, « pour empêcher la lettre de parvenir au notaire et pour qu'Eleanor ne sache pas qu'elle avait été choisie. C'est possible. Alors qui? » Sa voix s'aiguisa. « Ce n'était pas moi. Tu dois le savoir. Je te crois. » Il s'assit en avant, le premier souffle dans la poitrine. « Alors, il faut trouver le coupable. Je veux aider. »
Vous l'avez déjà fait, dit-elle. Vous avez confirmé quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est? Que quelqu'un d'autre voulait que tu viennes, et qu'il essaye toujours de révéler la vérité, mais sans se dévoiler. Celui qui t'a écrit ce mot, il est soit très effrayé, soit très malin. Elle l'accompagna jusqu'à la porte, regardant sa silhouette rétrécir dans la ruelle. Elle resta un instant sous les combles, observant les toits de Netherden. Quelque part, là-bas, se trouvait la personne qui avait écrit le mot, celle-là même qui en avait glissé un son porte. Peut-être Lily, peut-être quelqu'un d'autre, un témoin silencieux, une conscience silencieuse. Cela allait éclater au grand jour, mais pas encore. Elle rentra à l'intérieur juste au moment où l'on frappa à nouveau. Celui-ci était ferme, décisif. Elle ouvrit la porte et trouva l'inspecteur Cray, grand et grave dans son manteau de campagne, un dossier sous un bras. « Nous avons fouillé le cottage de M. Webb, dit-il. Nous avons trouvé une boîte en fer blanc derrière l'étagère, comme vous l'avez dit. La clé à l'intérieur correspond à un petit coffre que nous avons récupéré dans son coffre personnel. Et à l'intérieur, demanda-t-elle, des copies du testament et des lettres, une sorte de journal. Il avait tout écrit, ses soupçons sur Peter, ses regrets, sa confiance changeante en Eleanor. Il y avait aussi une ligne datée de la semaine précédant sa mort. Je ne crois plus que c'est Peter qui m'a trahi. Quelqu'un d'autre était au courant. Miss Marple sentit son pouls ralentir. Alors c'est bien ce que je craignais. Cray hocha la tête d'un air sombre. Il a été empoisonné. L'autopsie confirme la présence de digitaline, cachée dans une cuillère à café de sucre, probablement. Une dose précise. L'effet aurait été rapide, en quelques minutes. Et les seules personnes présentes à proximité de ce plateau de thé étaient Eleanor, Madame Lucas et votre témoin anonyme. Miss Marple regarda dans la ruelle où la brume commençait à se lever. « Alors, il faut laisser le piège se refermer, » dit-elle doucement, « et espérer que la vérité nous regarde. Parce que le mouvement final, elle le savait, ne se ferait pas avec violence. Cela viendrait avec la peur. Et la peur finit toujours par se trahir. » Ce soir-là, juste après le dîner, un silence plus pesant que d'habitude planait sur les Netherden. Les portes restaient closes plus longtemps. Les rideaux tremblaient avec plus de fermeté, et les lampes des chaumières brillaient comme des secrets, plutôt que comme des bienvenus. L'air avait changé. La nouvelle commençait à se répandre, discrètement, prudemment, que la mort d'Harold Webb n'avait finalement pas été naturelle. Bien sûr, personne n'a prononcé « meurtre », pas encore. Mais des expressions comme « pas tout à fait ça » et « ils enquêtent, vous savez », ont persisté dans toutes les conversations. Miss Marple ne sortit pas ce soir-là, bien que son esprit fût actif, rassemblant chaque fil, le testament, la cuillère à sucre, le douillet, la lettre interceptée, la clé derrière l'étagère. Tout cela formait une tapisserie, un motif qu'une seule personne aurait pu tisser. Mais les motifs exigeaient de la patience et les pièges un appât. Elle passait les heures après le crépuscule, à tricoter à la lumière d'une lampe, même si les aiguilles bougeaient lentement. Elle écoutait, non pas les bruits extérieurs, mais le silence intérieur, sa façon de palpiter, son attente. Elle avait appris depuis longtemps que la vérité ne vient pas du tonnerre, mais du craquement infime d'une planche de parquet au mauvais moment. Et juste après 9 heures, on a frappé à la porte. Pas à la porte d'entrée. À la porte de la cuisine. Miss Marple se leva, sans chercher à dissimuler ses mouvements. Qui que ce soit, il l'avait déjà entendue assise dans le salon, comme prévu.
Elle déverrouilla la porte et l'ouvrit lentement. Lily Denham se tenait là, pâle, comme du lin. « Je ne peux plus le garder pour moi, » murmura-t-elle. Miss Marple s'écarta, lui faisant signe d'entrer sans un mot. Lily entra comme une ombre, les mains tremblant si visiblement que Miss Marple lui apporta une tasse de thé et la laissa assise quelques instants, sans rien dire. Finalement, Lily parla. « Je l'ai vu. Le jour de la mort de Monsieur Webb. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Vas-y. » Je ne savais pas ce que ça signifiait à ce moment-là. Mais j'étais dans le couloir. Je venais de poser les scones, et j'ai regardé par la porte ouverte. J'ai vu Madame Lucas. Elle tenait une petite boîte en métal à la main, en argent, comme celles avec des bonbons au sucre d'orge, mais elle ne mangeait pas dedans. Les yeux de Miss Marple ne bronchèrent pas. Et qu'en a-t-elle fait? Elle était debout près du plateau. Elle a versé quelque chose dans le sucrier, juste une pincée. J'ai trouvé ça bizarre, mais elle s'est retournée et m'a souri, comme si de rien n'était. Je n'ai rien dit. Et maintenant, tu dis quelque chose, dit doucement Miss Marple. Pourquoi? Lily leva les yeux, le regard vitreux. Parce que je l'ai revue, cet après-midi même, près du cimetière, derrière la haie. Elle parlait à quelqu'un, le révérend Duncombe, et je l'ai entendu dire « C'était pour le garçon, pas pour elle ». Miss Marple retint son souffle. Elle se pencha légèrement en avant. Elle a dit quoi? Elle l'a dit clairement. Elle était en colère. Le pasteur a essayé de la calmer. Il a dit quelque chose comme « Personne ne sait, laisse tomber ». Mais elle a répondu « Eleanor n'y a même pas touché, Michael, et maintenant, c'est le mauvais qui a disparu. » Miss Marple se leva lentement et se dirigea vers le buffet, où elle prit une feuille pliée dans son panier à tricot. Elle avait écrit les noms des jours auparavant, une liste muette qu'elle avait pris trop de précautions pour partager, même avec l'inspecteur. Elle en a maintenant souligné 2, Madame Lucas, révérend Duncombe. Puis elle s'assit à côté de Lily et lui prit la main. « Tu as très bien réussi, ma chère. Mais laisse-moi te demander encore une chose. As-tu déjà vu Madame Lucas et Harold Webb seuls ensemble ?» Lily réfléchit longuement. Pas seule, mais elle venait souvent au presbytère. Elle apportait toujours des tartes, disait-elle. Et je me souviens qu'une fois, elle était au salon avant l'arrivée de Monsieur Webb. Elle semblait nerveuse. Elle a demandé si Eleanor serait là. Quand j'ai dit oui, elle a eu l'air déçue, comme si quelque chose avait été interrompu. La voix de Miss Marple était douce. « Pourriez-vous témoigner de ce que vous avez vu si cela devait arriver ?» La voix de Lily tremblait. « Oui, si tu penses que ça peut aider. »« Ça viendra, » dit Miss Marple, « plus que tu ne le penses. » Après le départ de Lily, Miss Marple resta assise dans le noir un long moment, seul le tic-tac de l'horloge de la cheminée lui tenant compagnie. Elle ne se demandait plus s'il s'agissait d'un meurtre. C'était clair. Ce qui la troublait maintenant, c'était le mobile. Madame Lucas avait empoisonné le sucre. Lily avait vu ça. Mais ses paroles au vicaire, c'était destiné au garçon, pas à elle. Jeter la lumière dans une direction bien plus dangereuse. Miss Marple prit son carnet et le tourna vers une nouvelle page. Théorie. La victime visée était Peter Channing. Elle l'a écrit, puis s'est assise dessus. Supposons que Madame Lucas ait appris qu'Harold prévoyait de réintégrer son neveu. Ou peut-être croyait-elle qu'il l'avait déjà fait. Peut-être craignait-elle que le retour de Peter ne signifie la perte du presbytère, d'Eleanor, ou même d'elle-même, si elle croyait que Peter hériterait et qu'il vendrait, déplacerait, perturberait. Cela expliquerait beaucoup de choses. Mais Harold n'avait pas bu le thé.
Quelqu'un d'autre était-il censé le faire? Miss Marple plissa les yeux. Les tasses avaient été remplies, à l'avance, mais celle d'Harold était restée intacte, avec la cuillère à l'intérieur. Encore ce détail. Il est revenu, plus net que jamais. 3 tasses. Une pour Éléanore, une pour Michael, une pour Harold. Mais quelqu'un avait placé le poison dans un bol commun, pas une seule tasse. Ce qui signifiait que n'importe qui aurait pu la prendre, sauf si, à moins que Madame Lucas n'ait prévu que Peter soit présent cet après-midi-là. Mais Pierre n'était pas là, seulement Harold, Éléanore et Michael. Puis le sens de ces paroles frappa Miss Marple avec une clarté soudaine. C'était destiné aux garçons, pas Pierre, Michel, Michael Duncombe, le vicaire. Le sucre avait été empoisonné, avec son tasse, à l'esprit. Miss Marple se leva vivement, la première véritable alerte dans ses membres. Elle ralluma la lampe et attrapa la lettre dans le coffre d'Harold, celle dont l'inspecteur lui avait apporté une copie. Vers la fin, Harold avait écrit « Je ne crois plus que c'est Peter qui m'a trahi. Quelqu'un d'autre était au courant. Et si Harold avait découvert que Michel-ci vous l'aviez trahi, peut-être en détournant ou en manipulant mal quelque chose d'argent, quelque chose qui vous avait été confié, alors le motif était clair. Et si Madame Lucas savait, ou partageait la culpabilité, ou je l'aimais, Miss Marple était assise, l'horreur s'installant. Harold Webb avait été éliminé, non pas pour ce qu'il était faire, mais pour ce qu'il savait, pour ce qu'il pourrait bientôt exposer. Le poison était destiné au vicaire, mais Harold avait pris la coupe qui lui était destinée. Ou peut-être, dans un moment de confusion, Éléanore avait-elle tendu la mauvaise, et le plan avait échoué, discrètement, efficacement, tragiquement. Miss Marple a appelé l'inspecteur Gray le lendemain matin. « Je crois, dit-elle simplement à son arrivée, que le vicaire était la cible visée, pas Harold Webb, et que Madame Lucas a agi pour protéger quelqu'un, peut-être même sur ses instructions. Mais le plan a échoué. » Le visage de Gray s'assombrit. « Et tu peux le prouver? Je crois que les lettres dans le coffre d'Harold le seront, si on les regarde à nouveau, surtout les premières. Et il y a un témoin, elle parlera. » Gray se leva lentement. « On va les faire venir tous les deux. »« Non, » dit Miss Marple. « Laissez-les venir à vous. Posez la bonne question à la mauvaise personne. Le coupable recule toujours le premier. » Elle a croisé les mains. « Maintenant, inspecteur, devons-nous déclencher le piège ?» L'inspecteur Gray n'aimait pas le Tessâtre. Et c'est précisément pourquoi Miss Marple suggéra quelque chose de si doux que cela ne comptait guère comme une performance. Une tasse de thé, servie exactement comme elle l'avait été l'après-midi de la mort d'Harold Webb. Pas une reconstitution, dit-elle, juste une politesse pour les personnes fatiguées qui font leur déclaration. Le salon du presbytère ferait l'affaire. Un petit plateau, 3 tasses, du sucre dans le bol, de la confiture et des scones, des douceurs familières, disposées dans des endroits familiers. Après tout, les êtres humains sont plus eux-mêmes lorsqu'ils font ce qu'ils ont toujours fait. En fin d'après-midi, la brume s'était dissipée, laissant les pelouses humides et luisantes. Les fenêtres du salon étaient entr'ouvertes. Éléanore avait installé le buffet avec son soin habituel, les mains fermes maintenant qu'elle avait une occupation ordinaire. Lily rôdait à la porte avec un petit carnet, là, à la demande de l'inspecteur Gray, pour noter les horaires et les mouvements. Madame Lucas arrive la première, les joues gonflées par une couleur qui ne correspondait pas tout à fait à ses yeux. Le révérend Duncombe suivait, la bouche pleine de fatigue, les manches retroussées, un homme qui voulait paraître ouvert et trouvait cela pénible.
Miss Marple était assise près de la banquette, tricotant sur ses genoux, ses aiguilles posées. L'inspecteur Cray se tenait près de la cheminée, un papier plié à la main. Peter Channing attendait dans le couloir, sur l'insistance de Miss Marple, non dissimulée, simplement absent de la pièce. Eleanor jeta un coup d'œil à Miss Marple, comme pour lui demander s'il s'agissait de gentillesse ou de cruauté. Miss Marple hocha légèrement la tête. La gentillesse, bien appliquée, peut être le couteau le plus tranchant. « Merci d'être venu », dit Cray d'une voix sans cérémonie. « Nous serons brefs. Madame Duncombe, si vous aviez l'amabilité de nous servir le thé comme vous l'avez fait ce jour-là. » Eleanor s'approcha presque avec reconnaissance du pot. « 3 tasses, murmura-t-elle, comme pour se rappeler. Michael, Monsieur Webb, moi-même. » Elle posa chaque tasse sur sa soucoupe, la cuillère à droite. Le coussin douillet était bien en place à côté du pot, innocent et affreux. Le sucrier, blanc à bord bleu, reprit sa place habituelle au bord du plateau. « Et où les as-tu mis » demanda Miss Marple, la douceur de sa voix faisant passer la question pour une simple question. Eleanor souleva la première tasse. « Michael est là, sur la table basse près du fauteuil. » Elle s'approcha du fauteuil du pasteur, près de la bibliothèque. « Monsieur Webb est là, près du feu. » Elle déposa la deuxième tasse à l'endroit où se trouvait le fauteuil ce jour-là, sa main hésitant à peine un souffle. J'ai gardé la mienne. Elle prit la troisième et la plaça près de la fenêtre. Le mouvement était fluide, maîtrisé. On se souvient mieux avec les mains qu'avec la langue. « Et le sucre » demanda Miss Marple. Eleanor fit un geste. « Dans le bol, bien sûr. Michael en prend 2. Harold n'en a pris aucun. Moi, j'en prends 1. » Un léger tremblement traversa son visage au présent, puis disparut. L'inspecteur Cray fit un signe de tête à Lily. « C'est noté. » Puis d'un ton léger, s'adressant à la salle. « Une chose curieuse avec le sucre, ça nous trahit. Pas les cristaux eux-mêmes, mais l'habitude. 2 morceaux, toujours 2, ou pas du tout. C'est une petite signature. Et c'est un petit bol, » ajouta Miss Marple, les yeux toujours baissés. Il serait très facile, si l'on se tenait ici, de préférer un côté du plateau à l'autre. Madame Lucas se redressa. Est-ce vraiment nécessaire? Le pauvre homme est mort et nous ne vous retiendrons pas longtemps, Madame Lucas, dit doucement Miss Marple, en levant enfin les yeux vers elle. Vous avez eu la gentillesse de vérifier l'état de votre châle cet après-midi. Auriez-vous la gentillesse de nous montrer où vous attendiez? Un silence qui dura un souffle de trop. Puis Madame Lucas se dirigea vers le buffet et se posta entre le plateau et la fenêtre. « Ici, juste ici. »« Et vos mains » demanda Miss Marple, presque sur un ton d'excuse. « J'ai bien peur d'être exigeante avec les mains. » Elles disent la vérité même quand la bouche ne le dit pas. Où était-elle? Madame Lucas, acculée par l'innocence de la demande, posa une paume sur le bord du plateau, l'autre sur le couvercle du sucrier, sans appuyer, se contentant de se reposer. « Merci, » dit Miss Marple. « Exactement. » L'inspecteur Cray déplia son papier. « Nous avons le rapport du coroner. C'était de la digitale, une quantité précise, ni dans le thé lui-même, ni sur une tasse. Cela correspondrait plutôt à une pincée ajoutée au sucrier et prise par celui qui avait sucré son thé en premier. » Eleanor ferma les yeux. La tête du révérend Duncombe baissa comme pour prier. Elle ne se releva plus. Cray poursuivit, professionnel et impersonnel. Ce jour-là, le révérend Duncombe a pris 2 coups. Madame Duncombe, 1. Monsieur Webb, aucune. Pourtant, Monsieur Webb est mort quelques minutes plus tard. La pièce semblait penchée, comme tirée. La voix de Miss Marple résonnait à peine dans l'air.
Une seule gorgée, inspecteur. Pour un homme qui n'a pas l'habitude du sucre, une seule gorgée suffit à dire non. Le goût sucré est désagréable sur la langue. Mais avec la digitale, une gorgée peut être suffisant. Elle laissa cela de côté. Puis elle posa son tricot sur le rebord de la fenêtre et se leva. « J'aimerais, si personne ne s'y oppose, vous offrir le plateau tel quel, simplement par courtoisie. Il est très difficile de parler sans avoir quelque chose dans les mains. » Elle souleva le plateau. Aussitôt, et c'était le but de l'exercice, de petites intuitions se manifestèrent. Éléanore recula, les paumes ouvertes. Le révérend Duncombe tendit machinalement la main vers le sucrier. Et madame Lucas, plus prompte que les deux autres, dit d'un ton enjoué « Laissez-moi faire ça pour vous, vicaire », et glissa sa main entre la sienne et le sucrier avec l'intimité fluide d'une longue pratique. Ce n'était pas le mouvement lui-même qui comptait, mais le timing de cela. Pas la propreté d'une hôtesse, mais un réflexe de contrôler le premier morceau. Miss Marple reposa le plateau et tourna la tête comme pour écouter le jardin. « Lily, dit-elle, auriez-vous l'amabilité d'inviter notre invité à entrer ?» Peter Channing entra aussitôt, non pas penaud, mais froidement présent, comme un homme qui aspire à la dignité sous le coup d'une accusation. Le teint de madame Lucas se teinta de rouge. Le révérend Duncombe ne leva pas les yeux. Cray dit d'un ton neutre « Monsieur Channing a reçu une note anonyme le jour de son arrivée au village. Demandez à propos de la cuillère. Laissée dans la tasse vide, un autre a été envoyé à Miss Marple. Un troisième est parvenu ce matin. Ils ont été postés depuis Netherden et tapés sur une machine que nous avons depuis récupérée. » Tapés. La voix du révérend Duncombe se brisa étrangement. « Oui, » répondit Cray, « au bureau paroissial de Remington. » Le silence tomba comme de la poussière. Éléanore prit la parole, la première. « Michael, pourquoi ?» Pas une accusation. Un étonnement, celui qui vous brise les côtes en s'échappant. Il releva lentement la tête, et ce qui se lisait alors sur son visage n'était pas la méchanceté, mais la terrible fatigue d'un homme qui s'est trompé trop de fois et qui en a saigné. « J'ai emprunté, dit-il, il y a des années, quand le fonds pour le toit a été épuisé. Harold a promis de m'aider, puis a refusé. Nous nous sommes disputés. Je lui ai dit que je rembourserais. Je l'ai fait, presque tout, mais il a tenu son registre, ajouta-t-il, le dernier mot lui semblant étrange. Chaque shilling, chaque date. Et vous l'avez dit à madame Lucas, dit Miss Marple, car il y a de la miséricorde à nommer à haute voix ce que les coupables ne peuvent se résoudre à admettre. Le menton de madame Lucas se releva, provocateur. Je lui ai dit qu'il devrait laisser tomber. Harold n'était pas l'homme que tout le monde pensait. Il appréciait, il avait un nœud coulant à tirer. Il ne pardonnerait jamais, jamais. Michael a servi ce village pendant 20 ans. Il a commis une erreur. Une série, dit Miss Marple, toujours aussi douce. Et vous en avez fait un autre. Vous en avez mis une pincée dans le sucrier. Pas pour tuer Harold. Il n'a pas pris de sucre. Votre dispute concernait l'homme qui prend 2 morceaux sans réfléchir. La bouche de madame Lucas s'ouvrit et se referma. Son regard se porta, non pas sur l'inspecteur, ni sur Miss Marple, mais sur la coupe du vicaire posée sur la table basse, comme si le passé pouvait être effacé par un regard suffisamment attentif sur un autre objet. « Ça ne lui était pas destiné, » dit-elle enfin, et sa voix abandonna toute bravade pour retrouver la vérité que Lily avait entendue dans la haie. Éléanore n'y a même pas touché. Et puis cet homme, elle jeta un coup d'œil à Peter, est arrivé en retard et Harold a décidé de rester pour un dernier cantique et tout a dérapé. Miss Marple ne regarda pas Peter.
Elle regarda Éléanore, dont les mains s'étaient repliées sur elles-mêmes comme des feuilles givrées. « C'est terrible, » dit Miss Marple, « qu'on demande à la loyauté d'une femme de porter un poids qu'elle ne peut supporter. Vous vouliez le protéger. Vous vouliez empêcher ce qui, selon vous, le ruinerait. Et c'est ainsi que vous l'avez ruiné. » Cray s'avança. « Madame Lucaise, je vous demande de m'accompagner. » Au début, elle ne bougea pas, et lorsqu'elle le fit, ce ne fut ni par ruade ni par déni. Elle se tourna vers le vicaire avec une tendresse émouvante. « Je l'aurais porté, Michael. Je l'aurais porté tout entier. » Sa réponse fut un murmure qui lui parvint à peine. « Je sais. » Lily, sur le pas de la porte, pressa son carnet contre sa poitrine et détourna le regard. Pierre resta immobile, comme si un grand bruit en lui avait enfin cessé. Cray conduisit Madame Lucas dans le hall. Un autre agent attendait. Leurs pas s'éloignèrent. La pièce resta sans souffle pendant plusieurs secondes. Quand elle le fut, ce fut à cause d'Éléanore, qui s'approcha de la cheminée et se stabilisa d'une main. « Dites-moi, » dit-elle à Miss Marple sans se retourner, « Harold avait-il peur, à la fin ?» Miss Marple s'approcha et posa une main sur son épaule, ce léger poids pratique de réconfort qu'elle lui offrait comme un châle. Non, c'était rapide, et il vous faisait confiance, il l'a écrit, il voulait que vous le sachiez. Éléanore hocha la tête une fois, comme si quelqu'un acceptait une dette impayable. L'inspecteur Cray s'éclaircit la gorge, les affaires reprenant, car le monde, même dans la tristesse, l'exige. « Révérend Duncombe, nous aurons besoin d'un relevé complet des fonds de la paroisse et de votre correspondance avec M. Webb. Vous n'êtes pas en état d'arrestation pour le moment, mais vous ne quitterez pas le village. » Il incline la tête comme un homme qui s'incline à la fin d'un sermon qu'il n'avait pas l'intention de prêcher. Peter, enfin, s'adressa à tout le monde et à personne. Il tenait le registre. Il se tourna vers Miss Marple. Il écrivait tout. Et vous le lisiez. « J'ai assez lu, » dit-elle. « Alors je lirai le reste, » répondit-il. « Pas pour l'argent, pour la vérité. Et ensuite, je le déposerai. » Elle le croyait. Lorsque la pièce fut vidée de ses meubles ordinaires, lorsque Cray fut parti, et Lily s'enfuit, et qu'Éléanore se releva d'un pas qui ne serait plus jamais tout à fait le même, Miss Marple s'assit sur le rebord de la fenêtre et regarda le petit résidu le long du rebord, cette fine poussière semblable à du sucre renversé qu'elle avait touché quelques jours auparavant. Les gens imaginent que le meurtre survient comme le tonnerre. Chez les damnés du néant, c'était une habitude. Une main posée à sa place habituelle, une tasse posée à sa place habituelle, une femme tendant la main vers le sucre, car elle l'avait toujours fait, et parce que la peur lui avait appris à agir vite et l'amour à agir sans réfléchir. C'est la mauvaise personne qui est partie, avait dit Madame Lucas. Mais ce n'est pas ainsi que le monde compte ces choses. Miss Marple le savait. Le monde ne trie pas les morts entre intentionnels et non intentionnels. Il demande seulement aux vivants d'examiner attentivement la cuillère qu'ils ont laissée dans la coupe vide et de dire, enfin, ce qu'ils ont fait, pensaient-ils étaient sucrés. Le lendemain matin fut l'un de ces rares jours à Netherden où l'air était frais et pur, comme si la pluie de la nuit avait été déversée spécialement pour ce village. Les tuiles des toits brillaient d'un éclat sombre et propre. Les feuilles ruisselaient poliment, et les routes étaient parsemées de petits miroirs où flottaient des nuages miniatures. Miss Marple, cependant, ne trouvait rien à admirer dans le temps. Elle avait dormi d'un sommeil léger, son esprit arpentant encore les couloirs du presbytère, ressassant les paroles prononcées par Madame Lucas avant que l'inspecteur Cray ne l'emmène. « J'aurais tout porté,
De tels mots n'étaient-ils pas de ceux qu'on inventait sur le champ? Ils étaient le résidu d'années de loyauté discrète ou de complicité discrète. Elle savait qu'il valait mieux ne pas croire que le vicaire était exempt de toute ombre dans cette affaire. Même si ses mains n'avaient pas fait couler le poison, ses silences avaient certainement tracé la voie vers celui-ci. Et le silence, d'après sa longue expérience, pouvait être une arme aussi puissante que n'importe quel acte physique. Après son thé, elle se dirigea vers le village, empruntant les chemins de traverse, ceux qui serpentaient entre les murs de pierre, recouverts de mousse. La place du marché était silencieuse, et même la cloche de l'épicier sonnait timidement. On lui fit un signe de tête, mais ne l'arrêta pas. Le Netherden, malgré son appétit pour les ragots, prenait soin de contourner une enquête encore chaude. Elle n'alla pas faire les boutiques. Elle se tourna plutôt vers le cimetière. Le révérend Duncombe était là, taillant les broussailles, autour du monument aux morts, avec une précision méthodique. Il lui tournait le dos, mais elle remarqua la posture de ses épaules, ni voûtée par la honte, ni droite par le défi, mais quelque part entre les deux, comme s'il portait quelque chose qu'il ne pouvait pas encore se décider à lâcher. Elle le salua doucement. « Belle matinée, Michael. » Il se redressa, surpris, mais pas effrayé. « Mademoiselle Marple, je n'attendais pas de visiteurs. »« Je ne suis pas une visiteuse, » dit-elle avec un léger sourire. « Je passe devant ce mémorial depuis des décennies. Il aime qu'on le regarde de temps en temps. » Il hocha légèrement la tête et posa ses ciseaux sur le rebord de pierre. « J'imagine que vous êtes venu me dire que vous me prenez pour un méchant. » Miss Marple ne changea pas de ton. « Si je vous prenais pour un méchant, je ne serais pas là. » Les méchants s'occupent rarement des mémoriaux. Il la regarda un long moment. « Alors tu sais que je n'ai rien mis dans ce sucrier. »« Je sais que tu ne l'as pas fait, » dit-elle. « Mais je sais aussi que tu as vu quelqu'un d'autre le faire. Et tu as laissé faire. » Ses lèvres se pincèrent en une fine ligne. « Tu crois que c'est aussi simple? »« Non, » dit-elle doucement. « Je pense que c'est bien plus compliqué. C'est pourquoi vous devez me dire, ici, avant que le rapport du gendarme ne corrige la version que tout le monde croira, exactement ce que vous saviez et quand vous l'avez su. » Pendant un moment, seule la douce pluie qui tombait des avant-toits de l'église rompit le silence. Puis il soupira, et le poids sembla se déplacer de ses épaules à ses yeux. « Je savais qu'Harold allait chez le notaire, » commença-t-il. « Éléanore me l'a dit. Elle pensait que c'était à propos de son testament, qu'il voulait lui léguer quelque chose. Je savais que ce n'était pas le cas. J'avais vu le registre. Il allait me dénoncer. Ce n'était pas un vol, pas au sens où l'on l'imagine, mais j'avais utilisé les fonds de la paroisse sans autorisation pour couvrir des dettes impayées par le conseil. J'avais l'intention de les rembourser, mais quand Harold l'a appris, la somme semblait accablante sur le papier. Il a promis de ne rien dire. Je l'ai cru, bêtement. « Et Madame Lucas ?» demanda-t-elle. Elle en savait assez pour deviner le reste. C'est une amie d'Éléanore depuis des années, et de moi à sa manière. Quand elle a compris qu'Harold voulait me détruire, je crois qu'elle a décidé qu'elle pouvait l'en empêcher. Je ne le lui ai jamais demandé, mais je ne l'ai pas arrêté non plus. C'est la vérité. » Miss Marple le regarda fixement. « Tu n'as rien demandé, car il est plus facile de vivre avec ce qu'on ne savait pas qu'avec ce que tu lui as dit de faire. » Il émit un petit rire presque amer. « Oui, c'est à peu près la taille. »« Vous comprenez, dit-elle, que Madame Lucas portera seule la punition. » Il ferma brièvement les yeux. « Et peut-être qu'elle préfère ça. »« Elle préfère ça, » dit Miss Marple doucement.
parce qu'elle t'aime, et parce qu'elle pense que tu mérites le poids qu'elle portera. C'est son erreur de jugement, pas la mienne. » Ils restèrent à nouveau silencieux. Le mémorial entre eux, chaque nom gravé là, un autre rappel des choses faites et défaites. Enfin, elle se retourna. « Tu devrais rendre ton récit complet, Michael, pas pour l'inspecteur Cray, pour Eleanor. Les demi-vérités, dans le mariage, ne sont que des mensonges plus discrets. » Elle le laissa là et se dirigea vers le bureau de poste. Madame Cartwright triait une pile de circulaires derrière le comptoir, et la sonnette de la porte avait à peine cessé de sonner, qu'elle se pencha et murmura. « On dit que Madame Lucas a été transférée à la prison du district, et qu'on lui a refusé un avocat. » Miss Marple hocha la tête. « Ça lui ressemble. » Les yeux de Madame Cartwright étaient ronds. « Vous voulez dire que vous n'êtes pas surprise? »« Peu de choses me surprennent, » dit Miss Marple. « Mais certaines choses me déçoivent encore. » De là, elle parcourut à pied le court chemin jusqu'au cottage d'Harold Webb. L'inspecteur Cray lui avait donné l'autorisation d'examiner à nouveau le coffre, à condition qu'elle ne dérange rien. La petite boîte derrière l'étagère avait été vidée, mais l'étagère elle-même, c'était une autre histoire. Il ne fallut qu'un instant aux agents pour remarquer ce qu'ils n'avaient pas remarqué. Une fine rayure le long du panneau arrière, là où le vernis était plus récent. Elle appuya doucement. Le panneau se décala vers l'intérieur, révélant un étroit renfoncement. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, pliée 2 fois. Elle le sortit et lut. « S'il m'arrive quelque chose avant que les avocats n'obtiennent gain de cause, dites à Eleanor qu'elle ne doit pas faire confiance à Michael. Il n'est pas ce qu'il paraît, même si j'ai un jour espéré qu'il le soit. Elle devrait consulter les comptes de l'Église et les noms inscrits en marge. Cela lui dira tout. » C'était signé, simplement H.W. Miss Marple le replia, le remit en place et referma le panneau. Ce n'était pas à elle de le lui remettre, pas encore. La vérité, elle le savait, n'était pas une pierre à jeter, mais une graine à planter dans le bon sol. Eleanor, dans son chagrin et sa confusion actuelle, ne pouvait l'accepter sans briser quelque chose dont elle avait encore besoin. Alors qu'elle retournait dans le chemin, le village semblait avoir repris son rythme habituel. Des enfants filant entre les flaques d'eau, un chien qui aboyait au loin, l'odeur du pain de la boulangerie. Et pourtant, sous tout cela, se cachait la même vérité qu'elle avait observée dans des dizaines de petits villages au fil des ans. La vie au village n'est jamais tranquille, seulement feutrée. Sous la gentillesse, les roses et les plateaux de thé, le sol est toujours agité de vieilles rancunes, de dettes impayées, d'amour mal placé. Lorsqu'elle arriva à son chalet, la bouilloire était encore chaude du matin. Elle se versa une autre tasse et s'assit près de la fenêtre, contemplant les hortensias. Le piège s'était refermé, comme elle le savait, mais il restait encore des fils à dénouer, des nœuds en place. Il resterait pour l'instant. Certaines vérités attendraient leur tour, d'autres n'apparaîtraient jamais, si ce n'est dans la mémoire intime de ceux qui les avaient vécues. Elle prit une lente gorgée, ne goûtant ni amer ni sucré, juste la saveur douce et persistante d'un thé bien infusé et laissé intact par aucune autre main que la sienne. En Etterden, c'était un luxe que peu pouvaient se permettre. 3 jours plus tard, l'inspecteur Cray arriva au cottage de Miss Marple, laissant des traces nettes de ses bottes sur l'allée humide du jardin. Il retira son chapeau lorsqu'elle le laissa entrer, un geste à la fois courtois et las. « C'est fait, » dit-il simplement. Madame Lucas a avoué tous ses crimes. Sans compromis, sans atténuation. Elle prétend que tout est de sa faute,
que le vicaire ignorait tout de ses intentions. Miss Marple lui versa du thé sans commentaire, posant sa tasse sur la table entre eux. « Tu ne crois pas ça ?» dit-elle. « Non, admit Cray. Mais prouver ce que Duncombe savait sera quasiment impossible, à moins qu'un proche ne parle. Et ce proche, c'est sa femme, qui jusqu'à présent refuse de dire un mot contre lui. » Miss Marple remua son thé, la cuillère se déplaçant avec une lenteur et une précision irréprochables. Il n'est pas rare qu'une épouse confonde loyauté et silence. Avec le temps, elle pourrait se rendre compte que les deux ne sont pas identiques. Cray se pencha en arrière. Nous avons également examiné les comptes de l'Église. Les marges étaient pleines de notes, comme Webb l'avait écrit dans sa lettre. Les paiements changeaient de fonds, les sommes empruntées et remplacées. Jamais assez pour payer, mais suffisamment pour le ruiner aux yeux de la paroisse. Harold le savait, dit Miss Marple, et Madame Lucas aussi. Elle pensait ainsi écarter la menace qui pesait sur l'homme qu'elle aimait. Elle a simplement choisi la mauvaise tasse. Cray esquissa un sourire sombre. Votre témoin, Lily, sera bien accueillie. Elle a eu le courage de parler. Elle avait peur, corrigea doucement Miss Marple. Mais le courage n'est possible que lorsqu'on a peur. La peur est la seule mesure. Après le départ de Cray, le village sembla respirer un peu mieux. On parlerait encore. Les dénais du néant ne gâchaient jamais un scandale. Mais leur acuité s'émousserait, comme le font toujours les choses acerbes lorsqu'elles sont intégrées au quotidien. Madame Lucas serait jugée, le révérend poursuivrait ses fonctions sous un voile de suspicion discrète, et Éléanore porterait son chagrin intime avec la discrétion des femmes qui ont appris à marcher en équilibrant un poids invisible. Le dimanche suivant, Miss Marple prit sa place habituelle au fond de l'église. Le révérend prêcha un sermon sur le pardon. Sa voix était ferme, mais quelque peu creuse, comme si les mots avaient été empruntés à quelqu'un d'autre et rendus tels quels. Éléanore était assise, les mains jointes sur ses genoux, le regard fixé non sur lui, mais sur la lumière qui filtrait par la fenêtre est. Après la cérémonie, les gens sortirent, lentement, s'arrêtant, pour échanger quelques mots polis, certains serrant la main, d'autres non. Madame Cartwright, la receveuse de poste, chuchota à Mademoiselle Cobb qu'elle avait entendu dire que la famille Lucas pourrait vendre la boutique à l'automne. Mademoiselle Cobb répondit par un soupir de compassion qui n'atteignit pas ses yeux. Miss Marple s'attardait près du porche, observant les petites interactions, les hésitations, les regards détournés, les sourires forcés. La vie reprenait son rythme habituel, mais les répercussions de la mort d'Harold Webb allaient continuer à se faire sentir sous la surface pendant un certain temps. Peter Channing s'approcha d'elle, tandis que le cimetière se vidait. Son pelage était mieux brossé que le jour où elle l'avait vu pour la première fois, mais ses épaules étaient restées penchées. « J'ai épluché le registre, » dit-il sans préambule, « et les lettres, il était dur, mais il tenait toutes ses promesses à ceux en qui il avait confiance. Je crois que je peux vivre avec l'homme qu'il était vraiment. » Miss Marple le regarda un instant. C'est plus que ce que beaucoup peuvent dire de leurs proches, Monsieur Channing. Il esquissa un léger sourire. Et vous, pensez-vous que justice a été rendue? La justice. Miss Marple secoua la tête. Non, pas tout à fait. Mais l'équilibre, peut-être. Et dans les villages, l'équilibre est ce qui s'en rapproche le plus. Il hocha la tête, comme si c'était une réponse suffisante, et continua son chemin. Miss Marple se tourna vers sa maison, son châle légèrement replié contre la brise.
Elle n'éprouvait aucune satisfaction quant au sort de Madame Lucas, ni quant à la position amoindrie du révérend, mais il y avait une sorte de calme à savoir que la vérité avait été révélée au grand jour. Finalement, ce ne furent ni les empreintes digitales, ni les portes verrouillées qui avaient résolu le problème, mais les habitudes des gens, leur position, ce qu'ils recherchent en premier, les petites façons dont ils s'efforçaient de protéger ceux qu'ils aimaient. Ainsi, tandis que le chemin se rétrécissait vers son portail et que la lumière de l'après-midi dorait les hortensias, elle repensa à cette cuillère posée dans la tasse vide. C'était un si petit objet, si facilement oublié. Pourtant, dans sa courbe silencieuse et étincelante, elle contenait toute l'histoire. Un meurtre, Miss Marple le savait, était rarement une affaire de grands gestes. Il s'agissait de petites cuillères, et de savoir qui avait le courage ou la folie de les soulever.